Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 14 mars 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine, à Info-Témis, rencontre avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, une nouvelle vie pour le château d'Arvaux, témoignage de Nancy Gélina, productrice agricole atteinte d'un cancer. Comment se prend la décision de retarder ou d'annuler le transport scolaire et bien d'autres nouvelles. Le tourisme se veut un moteur économique important pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, lorsque la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé un soutien financier totalisant plus de 3 millions de dollars afin de reconduire le mandat de tourisme Abitibi-Témiscamingue, toute l'industrie touristique régionale s'est réjouie de cette annonce. Grâce à ce montant, Tourisme Abitibi-Témiscamingue pourra poursuivre sa mission de développer l'offre touristique de la région. Pour le Témiscamingue, une somme de 30 000 $ a été octroyée à la Société de développement du Témiscamingue pour les aider dans l'organisation du Raid Aventure. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, nous rend visite en studio afin de reconnaître l'apport important du tourisme pour sa circonscription. Donc, bonjour aujourd'hui. Avec grand plaisir, j'accueille en studio le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Daniel, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Francis, comme toutes les fois. Je suis content d'être ici en région. Alors, profitons-en. Oui, je serais content. Donc, Daniel, on est ici pour parler, dans un premier temps, vous avez procédé le 1er mars dernier à une annonce majeure pour le tourisme en région, un soutien financier de plus de 3 millions de dollars afin de reconduire le mandat de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi c'est important pour toi personnellement et pour ton gouvernement de soutenir l'industrie touristique? Bien, on a tendance souvent à l'oublier. Ici en région, on va parler souvent d'agriculture, de la foresterie, des mines, mais le tourisme, il est vraiment important, puis il est présent sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi et du Témiscamingue. Donc, soutenir le tourisme, c'est un apport qu'on ne peut pas ne pas oublier. Puis, si on prend l'exemple, par exemple, seulement ici au Témiscamingue, avec tout le circuit qui a été mis en place, qu'on parle du parc au Pémican, qu'on parle de la foire gourmande, du rodéo, du camion, du festival Western de Gigs, ce sont toutes des activités qui emmènent du tourisme ici en région. Puis la volonté du gouvernement, d'une part, c'est surtout d'amener du tourisme de l'extérieur de l'Abitibi et du Témiscamingue. Parce que là, on amène des gens qui vont faire d'hébergement puis qui vont vraiment amener de l'argent neuf ici en région. Donc, le tourisme, c'est un axe de développement majeur auquel on a besoin. Et la région, je dirais, on a des beaux attraits à la grandeur du territoire et le travail qui est fait par les acteurs du tourisme ici, autant en hôtellerie qu'en hébergement, que pour la nourriture, travail de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, le travail de la Société de développement du Témiscamingue. Ici, on a des acteurs qui travaillent très bien et ça porte fruit. Tu me devances un peu justement, Daniel, le tourisme, c'est un moteur économique important et pour la région, justement, selon toi, c'est vraiment un moteur qu'on vise en faire un bon moteur économique, le tourisme? Ah oui, définitivement. Comme je te disais, avec tous les festivals qu'on a ici en région, ça amène beaucoup de gens de l'extérieur. Puis quand on prend le Témiscamingue, entre autres, avec le rodéo, le parc au Pémican, la foire gourmande, on a réussi à amener, surtout avec au Pémican, de la clientèle de l'Ontario, oui, du nord-est ontarien. Alors, ce sont des gens qui viennent ici puis consommer ici. Et sans oublier la motoneige, qui est aussi un attrait majeur. Donc, on a du tourisme qui vient globalement sur une base annuelle. Et ça, c'est important. Et tu l'as mentionné aussi, c'est une belle façon justement d'apporter de l'argent neuf en région, justement, les touristes. C'est de l'argent qui vient d'ailleurs, qui vient être dépensé carrément sur notre territoire, justement. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est important aussi, qui est vraiment intéressant, puis que la ministre Caroline Proulx, elle a souligné quand elle est venue faire l'annonce, ici en région, l'année dernière, en 2022, on a pratiquement battu un record en région. On a fait mieux que 2019. On a récupéré globalement ici en Abitibi et au Témiscamingue le retour du tourisme qu'on avait avant la pandémie. Et ça, chapeau, on est une des meilleures régions au Québec à cet égard-là
que le tourisme est vraiment revenu. Puis ça, c'est grâce au travail de tous nos acteurs ici sur le territoire de l'Abitibi et du Témiscamingue. Daniel, il y a un des projets qui a obtenu du financement, c'est la Société de développement du Témiscamingue pour la tenue du RAID. On a annoncé une somme de 30 000 C'est un événement dans lequel tu crois là, pour le Témiscamingue, un RAID d'aventure comme ça? Hey, je vais te dire, j'ai pas eu le privilège encore d'y assister, mais là, je peux vous garantir que je vais être là au lancement de la 2e édition. Et je n'ai tellement entendu parler là, par les gens ici. J'ai vu la vidéo aussi qui a été faite par rapport à ça. C'est de toute beauté. Donc, puis ce qui est plaisant de cet événement-là, bon, on arrive aussi après la foire gourmande, donc au début septembre, les dernières belles saisons. Je suis convaincu que ça va avoir du succès. Puis déjà, qu'est-ce que les gens me disaient? Déjà, au niveau des inscriptions, ça va relativement bien. Il paraît que les organisateurs aussi de l'année dernière, ils ont été plus qu'emballés. Donc, c'est un événement qui va se démarquer. Puis encore une fois, ce que je trouve vraiment bien de cet événement-là, il est différent de d'autres événements en région. Il est tout seul dans ce créneau-là. Puis au lieu qu'il y ait une compétition en région, bien là, on a un événement comme la foire gourmande qui est attitrée ici au Témiscamingue, et ça, c'est parfait. Et la contribution, donc, de 30 000 qui venait en partie par le ministère du Tourisme et l'autre partie par Tourisme Abitibi-Témiscamingue est dédiée à cet événement-là. Puis à ce moment-là aussi, lors de la venue de la ministre, on avait annoncé une enveloppe globale de 3 millions, une partie à Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour la promotion, développement d'activités et autres, et un montant de 580 000 pour des événements ici en grandeur de la région, dont le RAID du Témiscamingue. Et Daniel, est-ce qu'on peut s'attendre justement à d'autres investissements là, dans les prochains mois, les prochaines semaines qui pourraient être annoncés spécifiquement pour le Témiscamingue? Je dirais, bien, naturellement, on rentre dans une partie de la période touristique. Quand on regarde du côté du Québec, au moment qu'on se parle, on est à la fin de la saison budgétaire. Donc, on rentre dans le nouveau budget à partir du 1er avril. Et on rentre, je dirais, dans la période touristique qui va commencer, des nouveaux budgets. Donc, c'est certain que le gouvernement, dans cette optique-là, contribue à d'autres événements ici en région. Par exemple, la foire gourmande qui va arriver va avoir des contributions du gouvernement là-dedans. Souvent, des sommes aussi sont déjà annoncées pour 3 ans, des fois 5 ans. Comme par exemple au Fossilarium, ici, qui a une enveloppe qui est là, qui est attribuée pour 3 ans, là, jusqu'en 2026. Donc, ça rentre dans des programmes triennaux. Alors, on contribue là-dessus, puis on pourrait rajouter là-dedans, rien qu'intra-régional, aussi tout ce qui touche l'agriculture, puis la fin de semaine, là, les fermes ouvertes. Ça aussi amène des sommes, des gens ici en région. Donc, il y a plein d'activités, puis le ministère du Tourisme est là, il est présent. Puis, comme je disais, c'est un outil de développement économique auquel le gouvernement croit pour l'ensemble du Québec. Donc, on va être présent, je vous le garantis. Des très bonnes nouvelles, Daniel. Justement, Daniel, ton opinion personnelle, là, qu'est-ce qui distingue notre région là, que des autres régions du Québec là, en matière de tourisme? Qu'est-ce qui nous démarque l'Abitibi-Témiscamingue j'imagine que tu as visité d'autres régions du Québec. Qu'est-ce qui nous distingue, à ton avis? Bien, ici, là, si on prend sur une base annuelle, puis on se plaisait encore à le dire la dernière fois, on est vraiment la meilleure région pour faire du tourisme d'hiver. OK? Avec la motoneige et autres. La qualité de nos circuits sont reconnus, l'hébergement et autres. Puis, on est une région qui a quand même de la neige sur une plus longue période et avec des qualités de sentiers qui sont supérieures à ce qu'il y a dans le sud de la province. Ça, c'est clair. Et l'autre créneau qui est vraiment, qui nous distingue beaucoup, puis ici aussi, au Témiscamingue en particulier, c'est tout le secteur de la chasse puis de la pêche. C'est qui est un attrait majeur avec les pourvoiries qu'il y a ici en région. Et c'est encore une manière d'amener des gens de l'extérieur. On pense beaucoup, encore une fois, à la clientèle ontarienne et américaine. Entre autres, pour la chasse à l'ours, aussi surprenant que ça peut paraître. On est une des régions vraiment populaires pour la chasse à l'ours. Ici, donc, puis beaucoup des gens viennent de l'Ontario. Donc, c'est vraiment nos créneaux pour lesquels, là, je dirais que le Témiscamingue, entre autres, là, ça démarque. Circuit d'hiver et tout ce qui est le volet chasse et pêche avec les pourvoiries qu'on a ici, on se démarque à cet égard-là. Et encore une fois, nos lacs,
et qui sont giboyeux. Il y a beaucoup de poissons, toutes les espèces là-dedans. Donc, puis ça, on n'a pas ça partout. Dans le sud de la province, l'accès au plan d'eau, l'accès à la pêche est plus difficile. Puis ici, c'est la qualité de notre région. On a encore de la forêt. Les forêts sont là, la faune, la flore, la faune aquatique aussi. Donc, c'est vraiment nos attraits touristiques majeurs. Daniel, un autre dossier là, qui fait l'unité en région, celui de régionaliser l'immigration. Une mesure qui aiderait grandement la région avec sa pénurie de main-d'œuvre. On sait qu'il y a une majorité d'immigrants qui choisissent là, souvent de s'établir à Montréal. Est-ce qu'il y aurait des mesures gouvernementales là, qui pourraient être mises en place pour justement inciter des nouveaux arrivants à choisir notre région? Bien, effectivement, puis merci là, de la question. Lundi dernier, la ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration, Mme Christine Fréchette, était ici en région, est venue passer une journée pour justement faire le point au niveau de l'immigration. Ici, comment ça se déroule en région, aussi avec le ministère, les relations et autres. Puis l'objectif du gouvernement, puis on s'en rend compte, c'est exactement le point que tu discutes, c'est qu'on veut s'assurer que les immigrants qui arrivent de l'extérieur ne passent pas par Montréal avant, puis s'en venir à la région. On veut mettre en place des méthodes et des mécanismes pour que les gens, on fasse, nous, ici en région, du recrutement, OK, puis de l'attraction, puis que les gens partent de leur pays puis qu'ils arrivent directement ici sur place. Le gouvernement est convaincu que c'est la meilleure manière pour assurer de la rétention. Puis on le voit ici au Témiscamingue, bientôt va arriver par exemple une cohorte d'infirmières qui vont s'en venir prochainement. Bien, c'est ce genre de dynamique-là qu'on va avoir. Ils vont partir directement de leur pays puis s'en venir ici. Puis le rôle de la ministre, quand elle est venue la dernière fois, le ministère aide, mais elle est venue voir comment, avec les gens de la région, il y a moyen de faire mieux. Parce que quand on regarde globalement au Québec, il y a seulement 0,3 % des immigrants sur une base annuelle qui s'en viennent ici en Abitibi et au Témiscamingue. C'est pas assez. Exactement. C'est pas assez. Puis on se disait que si on pouvait monter jusqu'à 1 ce 0,7 % de plus ferait une énorme différence. Puis la région vise, si possible, à avoir 500 nouveaux immigrants par année. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Le mécanisme n'est pas encore parfait, mais c'est ça que la ministre est venue voir pour dire comment on peut travailler avec les gens du milieu pour améliorer ça. On a déposé un projet pilote qui pourrait être ici en région. La ministre est en réflexion là-dessus, mais je suis convaincu que ça devrait aider puis qu'on va l'avoir pour un projet de 3 ans qui devrait aider justement à améliorer l'attractivité et amener les gens directement ici. Wow, des belles nouvelles, ça. Daniel, justement, comment on peut bien vendre la région de l'Abitibi-Témiscamingue aux immigrants, là? Que ce soit monsieur, madame, tout le monde, toi, les gens du tourisme. Tu sais, comment on fait pour bien intégrer justement de nouveaux arrivants et s'assurer qu'ils vont demeurer sur notre territoire? Bien, ça le gros, le point que tu soulèves, OK, il est vraiment important, celui qu'on appelle là, de l'établissement ou de l'enracinement. Parce que les gens arrivent ici. Le premier travail que les gens font, puis qu'on veut développer encore plus, on a mis il y a quelques années en place un organisme qui s'appelle l'Agence Attractivité Abitibi-Témiscamingue. OK? Attractivité Abitibi-Témiscamingue, le rôle qu'ils font, c'est de chapeauter pour faire la promotion de la région avec les distinctions de chacun des territoires qui ont chacun leur particularité. Ils offrent donc des outils aux entreprises, aux organismes, pour aller justement faire ce qu'on parlait tantôt, aller chercher les immigrants directement, mais même aussi amener des Québécois qui sont déjà ici, puis les amener dans notre région. C'est que ça, on travaille sur ce volet-là. Maintenant, quand ils arrivent ici, au niveau de l'établissement, puis on a encore parlé avec les ministres qui sont venus, il faut travailler sur des points majeurs. Le premier, c'est l'habitation. OK? On le sait ici au Témiscamingue, comme beaucoup ailleurs au Québec puis dans la région, il manque de lieux d'hébergement, des résidences, des appartements. C'est le premier critère. Parce que les gens arrivent souvent seuls, les immigrants, puis dans le deuxième volet, quand ils peuvent avoir leur résidence ou s'en vont vers le processus, c'est d'amener leur famille. Alors ça, c'est dans un. Deuxième, naturellement, eux autres aussi, c'est les CPE. OK? Certains qui ont des enfants, si on veut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient libres et disponibles au travail. Pour les immigrants
qui n'ont pas le français. L'autre fois, en parlant aux gens, on voit qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. En termes, entre autres, d'enseignants. Puis il disait un peu, puis on l'a vu beaucoup ces temps-ci avec les Ukrainiens qui sont arrivés. On n'a pas grand personne ici au Témiscamingue qui parle ukrainien et français. Non, c'est vrai. Alors, donc, c'est là qu'on s'est rendu compte, même si le gouvernement veut offrir de la francisation, ça prend des professeurs qui sont capables d'échanger avec les étudiants, les immigrants qui sont dans la salle. Donc, on a vu qu'il y avait une faiblesse à cet écart-là. C'est qu'on peut le voir aussi peut-être du côté des hispanophones, parce qu'on sait qu'il y a des travailleurs ici qui viennent au niveau de l'agriculture. Oui. Donc, c'est tous ces petits aspects-là qu'il faut travailler pour s'assurer là, qu'il y ait vraiment l'établissement pour que les gens restent, les aider à se loger, les donner des garderies, les aider dans la francisation, non seulement le travailleur, mais le conjoint et la conjointe. Puis ça va aider à l'établissement. Puis on a vu qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. En terminant, Daniel, je pense qu'il y a un sujet aussi qui tient à cœur, la formation professionnelle. Je pense que, justement, pour former notre propre main-d'œuvre ici, on l'a vu à Centre Frère Moffett, un cours de plomberie et chauffage pour, justement, que nos gens soient formés sur le terrain, répondre à des besoins. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir s'accentuer dans les prochaines années? Et je peux vous dire, on travaille là-dessus. OK? Parce que, puis je travaille beaucoup là, avec le ministre Bernard Drainville. Il est très ouvert à amener ces formations-là ici. Il y a encore des choses à attacher, mais c'est quelque chose auquel que je crois et que je fais la promotion. Même encore cette semaine, on a eu Mme Christine Fréchette, mais on a également eu la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Mme Catherine Champagne-Jourdain. Puis on lui expliquait l'importance de la formation professionnelle sur notre territoire. La rencontre a eu lieu aussi avec la table des partenaires à la main-d'œuvre et le message a été réitéré. Puis il faut qu'il y ait de l'assouplissement de la part des ministères pour pouvoir amener la formation. Parce qu'à bien des places, les critères sont encore trop élevés. Ils veulent avoir 12, 15 étudiants pour partir une cohorte. Puis on sait que dans les régions, on ne pourra pas avoir ça. Mais il y a d'autres mécanismes qu'on peut faire, puis avec du partenariat, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Puis si on veut former nos jeunes pour vaincre le décrochage, nos besoins de main-d'œuvre, puis idéalement, c'est de faire la formation professionnelle ici sur le territoire pour pas qu'ils partent, Exact. Puis qu'ils restent là-bas, mais pour être sûr qu'ils soient formés ici puis qu'ils restent ici. Daniel, ça fait le tour, donc je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui, puis je te souhaite de revenir nous voir au studio là, quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu à TVTS. Bien, écoute, je retiens l'invitation, puis je suis venu ici au Témiscamingue la semaine dernière, je suis revenu aujourd'hui, puis quand j'ai l'opportunité, j'aime ça venir au Témiscamingue. Il y a des beaux défis, il y a du travail à faire, puis moi, puis avec Philippe Doherty, je peux vous assurer qu'on est présent pour à faire avancer les projets qu'on a ici en chantier au Témiscamingue. Merci Daniel, continue notre excellent travail. Merci, Daniel. merci beaucoup. Assemblée de consultation publique organisée par la MRC de Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue organise une assemblée de consultation publique concernant le projet de plan de gestion des matières résiduelles. Elle se tiendra le lundi 24 avril à 19h à la salle Le Pavillon à la Verlochère-Anglier au 11 rue Saint-Isidore-Ouest. Vous devez vous inscrire par courriel au préalable avant le 19 avril à l'adresse direction gmr@mrctémiscamingue.qc.ca. Cette assemblée de consultation publique a pour objet de fournir l'information nécessaire à la compréhension du projet de plan de matières résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d'être entendus sur le sujet. Les personnes, groupes ou organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires lors des assemblées de consultation publique ou les acheminer au préalable par courriel à l'adresse direction gmr@mrctémiscamingue.qc.ca ou par la poste au bureau de la MRC de Témiscamingue. La date limite pour soumettre un mémoire est le 4 mai 2023. Le projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Témiscamingue peut être consulté au bureau de la MRC de Témiscamingue et au bureau de chacune des municipalités locales visées par le plan durant les heures normales d'ouverture. Il peut également être consulté sur le site web de la MRC.
Le château d'Arvaux se veut un symbole fort de la municipalité de Néglec. Cette splendide résidence, qui deviendra centenaire en 2025, est présentement en pleine campagne de sociofinancement afin de se faire une beauté en vue de sa nouvelle vocation à venir. En effet, dans un avenir rapproché, l'endroit deviendra à la fois un marché public, un bed and breakfast ainsi qu'un musée. Une initiative de revitaliser la municipalité et du même coup offrir de nouveaux services à la population ainsi qu'aux touristes. TVT Miss a eu droit à une visite guidée du château en compagnie de José Prévost, responsable des communications. Donc, j'ai le plaisir de nous retrouver avec José Prévost, qui est la directrice des communications de la Maison d'Arvaux. José, tu vas nous faire une belle visite guidée aujourd'hui du projet de la Maison d'Arvaux. Donc, peut-être commencer, où est-ce qu'on est en ce moment? Où est-ce qu'on se trouve, José? Bien là, on est entré par en arrière parce que là, on est l'hiver, hein, puis l'entrée de la maison est un peu plus compliquée. Là, présentement, on est dans la cuisine. Donc, dans le projet, éventuellement, où on veut accueillir des gens pour un café, ces choses-là, bien, c'est ici dans la cuisine où on se trouve en ce moment. Donc, on va te suivre, José, pour la visite. Bon, ben je vous fais faire un petit tour de la maison. On s'entend, il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent, ça va se transformer. Fait que là, c'est intéressant parce que là, vous allez avoir un avant et un après là, qui va venir. Alors, suivez-moi. On commence d'abord avec la partie qui va être, on peut dire, le cœur de notre projet. C'est le fameux salon, anciennement qui était une chambre à coucher de monsieur et de madame Darvaux quand la maison a été construite. Alors, c'est ici qu'on souhaite installer le musée. D'ailleurs, cette pièce-là a servi beaucoup pour accueillir les gens lorsqu'on l'a souligné, le centenaire du feu de 1922. Donc, en octobre dernier, on a accueilli des gens, on avait mis quelques photos d'époque, puis pour montrer un peu aux gens là, qu'est-ce qui est notre maison, puis le projet qu'on va mettre de l'avant là, graduellement. Donc, on est très heureux d'avoir cette pièce-là. Puis c'est beau, c'est grand, c'est bien éclairé aussi. Il y a beaucoup de fenêtres, José, c'est ça qui donne peut-être le cachet aussi à cette pièce-là. Oui, puis en plus, tu sais, c'est intéressant parce que la pièce, justement, avec la lumière, il y a encore beaucoup de l'origine de la maison qui est là. On a aussi, la tourelle là, qui est là avec toute sa lumière et tout ça, qui va être vraiment un lieu bien précieux pour cette maison-là. Donc, oui, c'est vraiment une belle pièce. Puis c'est ici qu'on a l'intention d'installer la partie qui va être musée, là. Bien, ça, c'était l'ancien salon. Hein? En fait, c'est un peu à l'envers de la façon que la famille Darvaux vivait dans cette maison-ci. Alors, ça, c'était le salon. Et là, présentement, c'était une chambre dans son dernier usage. Et là, nous, c'est là qu'on veut faire la fameuse boutique avec nos produits régionaux, un peu dépanneurs, là. On parle qu'il y aura un terrain de camping ici à côté qui peut être utilisé là, tout l'été, bien sûr, mais là, ça va être le fun parce que là, les gens vont pouvoir venir ici, se ravitailler un petit peu, prendre un petit café et tout ça. Donc, ça, c'est la pièce qui va devenir sans doute là, la boutique pour les produits qu'on veut vendre ici, pour offrir le service. Pas pour s'enrichir, on s'entend, mais c'est vraiment pour offrir un service aux gens du village de Néglec, mais également pour les voyageurs qui vont passer par ici en passant, en faisant le détour. Donc, justement, un plus pour les touristes qui vont être ici, on a tout à proximité. Les gens qui sont les campeurs, on a tout à proximité juste à côté, on a juste à se déplacer ici. Oui, puis en plus, il ne faut pas oublier ce qu'on voit peut-être pas puis qu'on n'entend peut-être pas souvent parler, mais il y a vraiment un beau sentier ici derrière, un sentier pédestre, vraiment, c'est super bien aménagé. Il y a des plantes identifiées, un sentier écologique qui est vraiment bien. Puis ici à Néglec, on a aussi également l'hiver une vraie belle piste de ski fond. Je vous dis, c'est la plus belle et la plus amusante. Il y a des petites côtes, ça monte, ça descend. On a un petit camp pour se réchauffer. On a plusieurs kilomètres, là, puis toujours hyper bien entretenu. Sérieusement, ça vaut le détour. Ça va lancer donc les amateurs de ski de fond. Faire un tour à Néglec, c'est ici que ça se passe. Ah, tellement, ça vaut vraiment la peine. Puis si vous voulez payer votre abonnement, là, on passe par la municipalité, c'est pas compliqué, là. Donc, on va suivre José, on monte au deuxième. OK. Donc, notre deuxième étage, ben c'est dans quelques années, on va pouvoir développer ici la portion qu'on appelle le bed and breakfast pour accueillir les voyageurs dans des chambres qu'on va avoir ici en haut. Alors ici, on a la suite, la grande chambre à coucher. Il y aura 3 chambres ici avec salle de bain, douche et tout et tout.
Et c'est vraiment ici qu'on veut aménager la plus grande chambre. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, la lumière. Là, on est devant la rue principale. La tourelle, elle est ici. Donc, ça ici, ça va être justement une des chambres qui va être aménagée pour le Bed and Breakfast. Le Bed and Breakfast va être aussi, on va voir un peu plus loin, mais il va y avoir une cuisine où les gens vont pouvoir arriver, soit dans l'extérieur, ici en haut, on verra un peu plus loin, ou arriver par en bas, là. Donc, on est très heureux parce que la pièce est vraiment intéressante, une belle grandeur, puis on va pouvoir vraiment l'organiser pour pouvoir accueillir nos voyageurs qui arrivent au Témiscamingue, soit par l'Abitibi ou qui repartent vers l'Abitibi ou l'Ontario, peu importe. Donc, c'est une de nos chambres qu'on va aménager ici. Et puis là, on est en après-midi, on sent déjà une belle chaleur aussi, on sent vraiment la lumière, la luminosité, la vue ici qui va être superbe aussi. Là. Ah oui. On est très, 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 très privilégiés d'avoir une structure de maison comme ça qui offre un cachet vraiment unique pour la région notamment. Alors ici, ben, ce qu'on voit peut-être pas tellement bien, mais de l'autre côté du mur, c'est la fameuse suite dont on parlait. Donc ici, ce qu'il va y avoir d'aménagé, c'est une salle de bain, vraiment grand confort là, pour nos voyageurs. Donc, il va falloir fermer des murs, mais ça va pouvoir entrer là, par l'extérieur ici. Puis si on s'avance un petit peu, puis on regarde au bout du corridor qui est là, ça, tantôt, je vais vous en parler un petit peu. Mais ça, c'est un faux mur qui a été mis là, qui n'est pas d'origine. Alors, ce mur-là va être enlevé et ça va nous permettre, pour les gens qui sont de la chambre-ci, à pouvoir sortir directement, se diriger dans la cuisine là, un peu plus loin. Alors ici, il va y avoir encore une fois une autre chambre. On veut garder, évidemment, le plus possible là, les objets d'origine. Regardez, je vous invite à mettre votre petite caméra là, sur le coin de la bordure en bas de mur. Ça, c'est M. Darvaux qui faisait ça, ce genre de décoration-là dans sa maison. Donc, évidemment, quand on va restaurer la maison, on va tout faire pour pouvoir conserver autant que possible là, ce qui était d'origine. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas d'origine et qu'on va vouloir restaurer. Donc ici, on a le cadre, on a vraiment des choses qui sont très intéressantes au niveau de la structure de la maison et qui sont encore présentes. Alors ici, il y aura encore une fois une autre chambre. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a une cuisine qui va être réaménagée, évidemment, là, pour pouvoir accueillir les voyageurs. Donc la chambre ici, la chambre derrière, par le faux mur qui va être enlevé, va avoir accès à cette cuisine-là. Et il y a un peu plus loin ici aussi une autre chambre à coucher de l'autre côté qui aura sa propre salle de bain là, qui est là. Donc, on a beaucoup de rénovations. Je ne vous cacherai pas que le deuxième étage, il y a beaucoup de dépenses à faire, mais il demeure quand même que la maison est en très, très bon état. Si on considère là, un peu sans dire de le laisser aller, mais elle a eu besoin d'amour. Puis là, c'est ce qu'on va essayer de lui donner là, d'ici un an ou deux, là, dépendamment des fonds là, qui vont rentrer, bien sûr, puis la vitesse qu'on va pouvoir faire les rénovations. Et ici, derrière moi, il y a un escalier qui a été complètement refait très récemment par Benjamin Leclerc pour qu'on puisse avoir accès à l'extérieur de la maison. Alors, c'est vraiment un lieu qui est vraiment génial. Puis, écoutez, on est vraiment privilégiés. Puis, le sentier écologique est juste derrière la maison. Donc, nous, on veut ouvrir. On va pouvoir avoir accès directement à ce sentier-là par ici. Ben oui, ouais. Donc, c'est vraiment... Puis, M. Leclerc a vraiment reproduit l'escalier comme c'était fait à l'époque. Dans vraiment le même format, vraiment bien fait. Puis, on est content parce qu'on a un toit aussi qui protège la structure. Fait que là, l'été prochain, là, il va rester un peu de... Là, ça a été fait là, il y a quelques semaines, là. Mais ouais, puis il a fait ça gratuitement, là. C'est vraiment un don de sa part, là. C'est vraiment, on est très privilégiés d'avoir un contracteur aussi habile puis qui est investi de ce projet-là autant que nous, là. Donc, on est très heureux de faire affaire avec lui, notamment. Oui, c'est bien de le souligner, justement. Là. Ah oui, on est vraiment privilégiés. Puis il fait du beau travail. En là, plus, sans dire. En plus, que c'était gratuit, c'est bien fait, là. Donc, on est très privilégiés. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu justement de l'histoire de la maison et qu'est-ce qu'elle représente la municipalité de Néglec, cette maison-là, la maison d'Arvaux? Bien, cette maison-là, il faut comprendre qu'elle a eu deux vies.
D'abord, la première vie qui s'est terminée très abruptement en 1922, quand il y a eu le grand feu de 1922. Ça faisait seulement 2 semaines qu'elle était terminée. Alors, dans le village, à cette époque-là, quand le village a passé au feu, sauf l'atelier de M. Darvaux à qui appartenait cette maison-ci et l'église du village, tout avait brûlé. 52 familles qui ont perdu leur résidence. Alors, à ce moment-là, ben, si on parle de l'histoire de cette maison-là, on ne peut pas passer à côté de l'histoire du propriétaire qui était M. Édouard Darvaux. Alors, sa maison avait brûlé, complètement ravagée par les flammes, mais son atelier où il fabriquait les portes et les fenêtres n'avait pas passé au feu. Fait qu'il a pu habiter ça c'est devenu un peu sa demeure pour un moment. Il a hébergé M. Curé. Avec sa fille aînée, ils ont vécu dans l'atelier pendant 3 ans, le temps de reconstruire le village. Donc, M. Darvaux était vraiment un homme solidaire, vraiment là, un bon ouvrier qui a aidé le village à être reconstruit notamment. Il a vécu dans son atelier et en 1925. La maison ici a été reconstruite sur les mêmes plans que M. Darvaux avait lui-même fait. Il s'est inspiré de l'époque victorienne, là, la Queen Anne, c'est un style là, qui lui donne vraiment son cachet unique. Puis c'est pour ça que quand on regarde à l'extérieur, on l'appelle un peu le château d'Arvaux, justement parce qu'elle a un style là, qui est vraiment unique là, pour l'époque. Et qu'est-ce que ça représente les gens? J'imagine que c'est une belle fierté, cette maison-là. C'est pour ça qu'on veut la conserver et faire un projet. C'est parce que c'est un symbole de la municipalité, un peu? Oui, c'est ça. C'est un symbole de la municipalité. On sait que le Témiscamingue puis plusieurs municipalités ont besoin d'être vitalisées. Et puis, il y a un petit comité qui s'est formé, dont je fais partie, qui s'appelle le Comité de valorisation et de développement de Néglé, qui a été créé. Et on a lancé l'idée de sauver le château d'Arvaux. Alors, il y a 1 an, on a parti une page Facebook disant qu'on voulait acheter la maison, qu'on voulait sauver cette demeure-là, ce bâtiment-là. Et il y a des gens qui ont levé la main, notamment M. Richard Sirène, qui a acheté la maison pour nous, si on veut. En fait, il a fait un don à la municipalité de Néglec pour que la municipalité puisse acquérir la maison. Donc ça, on a fait un check, ça, c'était réglé. Puis là, ben, grâce à ce don-là, la municipalité est devenue propriétaire de la maison. Il faut comprendre que M. Sirène, sa grand-mère a vécu ici. C'était Madame Lacroix. Donc, lui, il a mangé des ragoûts et tout ça là, dans la maison. Sa propre histoire est ici aussi pour lui. Il y avait un attachement profond à cette maison-là. Oui, exactement. Sa famille et lui ont passé pas mal de temps. On parle beaucoup de la famille Darvaux, mais il ne faut pas oublier non plus les familles qui vont suivre, notamment la famille Lacroix, qui ont habité cette maison-là pendant de nombreuses années après que M. Darvaux est parti, là, qui est vendu. Donc, on est vraiment chanceux que cette histoire-là, elle a une belle histoire. Puis pour la communauté de Néglec, ben c'est important parce que là, on n'a plus de service ici à Néglec ou très peu. Hormis la municipalité, quelques petites entreprises comme Roulec notamment, le bureau de poste, bon, on a quand même conservé quelques éléments. Mais là, on veut remettre un peu de vie, un peu de circulation dans ce village-là. Puis aussi mettre en valeur ce qu'on a déjà. Le sentier écologique qui est derrière, la piste de ski de fond. Tu sais, vraiment, c'est un beau village qui mérite d'être marché. Puis, on a un petit camping aussi. Là, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais on a un terrain de camping qui est à côté. Ils ont maintenant les douches, laveuses, sécheuses. C'est vraiment super bien équipé. L'hiver, il y a la patinoire. Donc, il y a des choses vraiment ici à Néglec qu'on veut vraiment valoriser, puis offrir aussi des services pour les gens qui sont ici, mais aussi en profiter pour offrir du service aux gens qui vont être de passage là, dans notre région. Et puis là, tu en as parlé un peu tantôt, mais en fond, en quoi consiste le projet? J'ose nous rappeler un peu quels services vont être offerts là, justement ici, là, à la Maison d'Arvaux. D'abord, il faut penser qu'avant d'offrir les services, il faut d'abord être capable de financer le projet. On est chanceux parce qu'il y a des gens qui ont cru à notre projet. J'ai parlé de M. Sirène un peu plus tôt, mais on a également la MRC du Témiscamingue qui nous a fait un don de 30 000 $ pour qu'on puisse avoir la fameuse boutique café. Donc, on veut offrir des produits régionaux, le café, des petits produits de dépannage également. Et on a les Caisses des Jardins également qui nous ont donné 23 000 $, qui est quand même un montant important pour justement là, la partie qui est ici pour vraiment avoir le musée. Parce qu'il
Il va y avoir ici un musée qui va notamment parler de la famille d'Arvaux, bien sûr, mais de l'histoire du village, puis plus largement aussi de l'histoire du Témiscamingue et des familles qui ont habité ici, pas juste la famille d'Arvaux. Et ce qu'on a comme objectif, là, comme au deuxième étage, il va y avoir aussi des chambres pour les voyageurs. Les expositions qui vont être ici vont être un peu nomades, si on veut, à l'intérieur de la maison. Elles vont se promener dans les chambres. Donc ici, il y aura des expositions qui vont avoir différents thèmes qui vont changer au cours des années. Et puis, on va se servir de nos chambres un peu pour leur donner vie avec les expositions muséales qu'il y aura ici à l'intérieur. Donc, il y aura comme ça des choses qui vont pouvoir se promener puis donner de la valeur à toute l'histoire qu'on veut mettre ici. Donc, comme projet, j'ai parlé de la boutique, j'ai parlé du musée, on parle aussi de café. On veut être capable d'accueillir les gens pour socialiser. Aussi avoir des activités avec les artisans. On veut approcher des artisans d'un peu partout. On veut être capable de... Puis on veut vraiment s'ouvrir là, à avoir des artisans qui sont de l'Ontario, nos voisins qui sont tout près. Le lieu va vraiment pouvoir se prêter à ce genre d'événement-là. Donc, c'est multi... si on veut, secteur, si on veut, multi-activités, multiculturelles. Mais, puis, évidemment, pour que ce projet-là puisse vivre, il faut qu'elle puisse être capable de s'autofinancer. Alors, c'est pour ça qu'il y aura des chambres au deuxième étage de bed and breakfast où les gens vont pouvoir être accueillis, dormir là. On veut leur offrir des repas aussi sur place. Donc, pour pouvoir financer la maison et les emplois qui seront ici, parce que le petit café, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais on veut que la maison puisse être autosuffisante. Fait qu'on a fait des demandes, bien sûr, là, de différentes subventions. En parlant de subventions, on a eu la MRC que j'ai nommée un peu plus tôt, mais Émilie Lessard-Terrien, dans le mandat où elle était, ils nous ont donné 5 000 on a notre député fédéral qui va nous donner 250, mais tu sais, les budgets ne sont pas les mêmes. Hein, leurs budgets discrétionnaires, ne sont pas les mêmes. Puis là, on a approché le bureau de notre nouveau député, M. Bernard. Et puis là, il y a des dons qui peuvent revenir comme ça. Donc, on espère bien là, que ça va continuer de fonctionner. Puis pour terminer, il y a bien sûr les dons que les gens ont fait de façon privée. On a un GoFundMe qui est en marche qui s'appelle Sauver le château d'Arvaux. Alors, ce don-là, bien sûr, il y a eu plusieurs milliers de dollars qui ont été donnés comme ça par la communauté. Puis ça peut sembler banal, mais il faut chauffer la bâtisse. Il faut être capable de payer les assurances, de payer les taxes. On n'en a pas, par exemple. Parce que la municipalité la maison lui appartient, mais il n'y a quand même pas de taxes à payer pour la maison. Il y a un congé de taxes qui a été donné pour la maison. Fait que ça, c'est pas négligeable. D'ailleurs, la municipalité de Néglec, c'est incroyable parce qu'ils peuvent nous aider dans ce projet-là, là, avec notre directrice, la mairesse et tout ça. Tout le monde est derrière le projet. Donc, on est très heureux d'avoir de l'aide comme ça pour ce projet-là. Donc là, pour la première phase, c'est d'installer le musée, de créer le café, la boutique et tout ça. Il y a des rénovations qui s'en viennent. Là. M. Leclerc devrait commencer sous peu les premières rénovations ici. On ne sait pas si on va être capable d'ouvrir l'été prochain parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais évidemment, plus les fonds vont arriver rapidement, plus on va pouvoir rénover rapidement. Il y a aussi ce facteur-là. Ouais. Donc, je vous remercie. On encourage les gens à faire des dons justement pour vous aider dans votre mission. Et on sera là, bien sûr présent lors de l'ouverture et pour faire une visite et que tu nous feras une nouvelle visite avec les rénovations. Ça nous fera un grand plaisir. Josée, un immense merci pour cette journée aujourd'hui avec toi. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis, si vous voulez nous suivre, on a notre page Facebook. Ça s'appelle le Château d'Arvaux, tout simplement. Très facile à trouver. Alors, si vous voulez nous consulter, si vous voulez faire des dons, on peut vous rediriger facilement là, puis vous dire comment ça fonctionne. Ça va nous faire plaisir. Alors, merci pour votre soutien. Puis, merci pour votre accueil et votre belle publicité. Merci, Josée. Au plaisir. Merci, Josée. Un livre à portée internationale sur la forêt boréale, coécrit par l'UQAT. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue souligne l'apparition d'un important livre sur la gestion des forêts boréales dans un contexte de changement climatique.
Boreal Forests in the Face of Climate Change, I Sustain Management a récemment été publié par la maison d'édition Springer dans le cadre d'une série d'ouvrages qui visent à aborder des questions environnementales. Édité par 2 professeurs de l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT, soit Miguel Montero Girona et Yves Bergeron, ainsi que par Sylvie Gauthier du Centre de foresterie des Laurentides et Hubert Morin de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce livre contient 31 chapitres qui ont été rédigés par 148 auteurs et autrices situés dans 20 pays. Près d'une dizaine de scientifiques de l'UQAT ont participé à la rédaction de cet ouvrage qui deviendra certainement une référence en matière d'aménagement forestier durable. Il y a plusieurs années, à la fin de son doctorat, Miguel Montero Girona a eu l'idée de rédiger un ouvrage rassemblant des scientifiques forestiers du biome boréal afin d'aborder un des grands enjeux de la foresterie. Ce livre vise donc à réviser les principes de gestion des écosystèmes forestiers sur le plan de la sylviculture, des perturbations naturelles, de la biodiversité, de la restauration et des enjeux sociaux, afin de garantir que les forêts aménagées demeurent résilientes face aux changements futurs. Il propose un nouveau cadre en collaboration avec des chercheuses et chercheurs basés dans toutes les régions de la forêt boréale qui met en évidence de nouveaux questionnements de la communauté scientifique, les défis à relever, ainsi que des solutions innovantes en matière de gestion forestière. Nancy Gélina, propriétaire de la ferme Géligeant, a annoncé le 3 février dernier sur la page Facebook de son entreprise être atteinte d'un cancer de l'estomac, une nouvelle qui a de sérieuses conséquences sur son entreprise. En effet, cela signifie qu'il n'y aura pas de saison 2023 sur la ferme. En réaction à cela, un GoFundMe a été créé pour lui venir en aide. Madame Gélina a généreusement accepté de venir témoigner son histoire à la caméra de TV Témis. Donc, bonjour Nancy, merci de prendre quelques minutes pour nous visiter aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Je suis en forme aujourd'hui, Oui, c'est ben, correct. Nancy, tu as commencé par te présenter un peu. Tu es native de quel endroit, Nancy? Je suis native de Grand-Mère en Mauricie. Et donc, tu es dans l'agriculture depuis combien de temps? Bien, c'est depuis qu'on est déménagé comme ici, vraiment agriculture, que je suis productrice. Là. Mais j'ai fait un cours à Saint-Hyacinthe en agriculture, puis j'ai travaillé comme plus connexe avec les producteurs. Fait que, tu sais, j'ai connu un peu, oui, le monde agricole, mais sans cultiver, mettons. Puis c'est quand on est déménagé ici, on a acheté la terre, puis c'est ici que j'ai commencé à cultiver. Fait que ça fait 10 ans qu'on est déménagé. Fait que j'aurais entamé ma 10e saison, parce que ça va faire comme 11 ans, mettons, cet été qu'on est arrivé. Fait que j'aurais entamé ma 11e saison de production. À la ferme Géligeant. À la ferme Géligeant, oui, à Nedlec, sur la 101. Donc, parle-nous justement de ta passion pour l'agriculture. Comment c'est né? Est-ce que ça a toujours été en toi, cette passion-là? Non, parce que moi, je viens vraiment pas d'un milieu agricole. Puis c'est quand j'ai fait un cours, il y avait des notions de cours d'agriculture. Puis c'est là que j'ai vu que, ça serait peut-être un domaine qui m'intéresserait. Fait que c'est pour ça que je suis allée faire mon cours en agriculture à Saint-Hyacinthe. Puis après, j'ai comme côtoyé vraiment beaucoup de domaines. Mais quand on est arrivé ici, j'étais là, non, là, je travaille pas pour les autres. Là, je vais travailler pour moi, puis je vais monter une belle petite entreprise maraîchère parce que dans le coin où on vient, il y a beaucoup de petits kiosques sur le bord. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que le climat est comme plus adapté là-bas aussi, tu sais. Fait que je me suis dit, moi, je partais avec mon idée de là-bas, puis je vais faire ça ici. Mais tu sais, ici, la température, c'est comme pas pareil, là. Fait qu'il faut vraiment adapter beaucoup de choses, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y avait comme pas tant de kiosques sur le bord des chemins, tu sais. Mais non, ça a comme bien allé au cours des années. Je prenais de l'expérience, puis j'ai comme appris le maraîcher parce que je le connaissais pas, tu sais. Puis la clientèle est comme au rendez-vous, puis les gens sont super satisfaits. Fait que dans ça, là, ça continue, tu sais. Ça permet de continuer sur une bonne note, là. OK. Et par nous, justement, là, c'est de la ferme Géligeant dont on parle. Là. Vous êtes spécialisé en quelle production? Qu'est-ce que vous produisez principalement à la ferme? C'est des légumes. Puis c'est des légumes diversifiés. Je fais environ une 40aine de variétés de légumes. Ouais. Parce que mon marché principal, la production va dans des paniers de famille. Okay. Fait que j'ai une centaine de familles qui me prennent un panier de légumes par semaine. Fait que faut quand même que le panier soit quand même diversifié. Fait que c'est pour ça que je vais avec une 40aine. Puis si une culture qui va pas trop bien cette année-là, au moins j'en ai d'autres pour backer. Ouais. Fait que ça fait quand même un panier qui a comme du bon sens.
Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai mes paniers de famille. Puis j'ai aussi, je vais au marché public à Ville-Marie. Ouais. Puis j'ai mon petit kiosque aussi, là, qui fonctionne quand même bien, là, à la ferme. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'une quarantaine de légumes. Fait que oui, il y a toutes sortes de méthodes. Puis, Oui, c'est ça, j'imagine que ça je adapté à chaque cultive- culture. Ouais, je cultive en serre parce qu'il y a des légumes qui prennent vraiment beaucoup plus de chaleur. Étant donné qu'on est au Témis, on n'a pas les mêmes unités thermiques. Fait que la tomate est dans la serre. Puis j'ai aussi dans le champ des moyens d'augmenter un petit peu ma température. Là, quand je fais mes semis, je les abrille pour qu'ils restent plus chauds. Ouais. Puis même quand que les gels à l'automne arrivent, ben, je peux les réabrier pour les protéger du gel. Fait qu'il y a plusieurs techniques Bien comme comment ça ça, ouais. pour cultiver des légumes au Témiscamingue. Excellent. Lanson est ici pour parler parce que ce qui est arrivé, c'est que le 3 février dernier, tu as annoncé sur ta page Facebook que tu étais atteinte d'un cancer de l'intestin et que ça signifiait qu'il n'y aurait pas de saison 2023 pour la ferme. Premièrement, comment tu as reçu cette nouvelle-là là, quand on t'a annoncé que tu étais atteinte d'un cancer? Comment tu as réagi par Moi, je l'ai su le 6 janvier. Puis, pour vrai, on tombe un peu sur le dos, là. C'est surprenant. Je me pensais pas une candidate idéale pour le cancer. Tu sais, je suis encore jeune, puis je m'alimente avec des super bons légumes. On produit notre viande. C'est rare, j'achète des produits transformés à l'épicerie, tu sais. Puis, fait que je suis en forme. Tu sais, j'ai une ferme. Fait que, tu sais, veux pas, je suis en forme. Puis là, j'étais là. Je fais pas d'excès, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. J'ai pas compris. Trouver la logique, oui. J'ai pas compris, mais il n'y a rien à comprendre avec ça. Fait que j'ai passé vite ce bout-là. OK, il n'y a rien à comprendre. Je l'ai, il est en moi, je l'accepte. OK, puis je suis prête à me combattre pour. Fait que là, pour vrai, on a vraiment un beau département d'oncologie ici, là, en région. Vraiment, là. J'ai rencontré un chirurgien de Montréal, puis il m'a dit, Nancy, tu es chanceuse d'être ici, en région. Il dit, moi, je peux pas rien faire pour toi parce que, tu sais, moi, il est comme volant, puis il est à Montréal, tu sais. Okay. Fait qu'il a lui-même appelé l'oncologue à Rouen pour m'avoir un rendez-vous dans la même semaine. Puis là, quand il a raccroché, il dit, tu as un rendez-vous là. Puis il dit, si tu aurais été à Montréal, là, ton dossier, là, il aurait été sur la pile. Sur la pile, oui. Tu n'aurais pas été traité tout de suite. Mais tandis qu'ici, là, ça va super vite. Là, après, là, tout s'est enclenché. J'ai rencontré l'oncologue, il m'a fait faire des tests. Puis, tu sais, ça grouillait vraiment vite, là. Tu sais, pour vrai, l'équipe, là, est vraiment bien coordonnée. Puis, pour ça, là, on est en région. Il y en a gros qui chialent contre le système de santé. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment chanceux d'être ici, là. Pour ça, ouais. Et puis, justement, là, à quel moment, justement, après cette annonce-là, tu as pris la décision, justement, de mettre en pause 2023? Là? Bien là, quand je l'ai su, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. OK, oui, j'ai un cancer. Tu sais, fait que c'est comme... Fait que là, c'est vraiment quand on a rencontré l'oncologue à Rouen, là, c'est lui qui a décortiqué mon cancer. Puis que, premièrement, il me trouvait un peu jeune pour ce cancer-là. Il pense peut-être qu'il y a des bases génétiques. Pourtant, dans ma famille, il n'y a pas personne d'autre qui en a. Fait que là, il veut pousser un petit peu plus loin pour peut-être mes enfants, si c'est héréditaire, tu sais, avoir un test de dépistage plus tôt. Mais c'est ça, c'est vraiment lui qui m'a dit un peu, OK, on s'enligne pour de la chimio pendant une couple de mois. Après, une chirurgie qui va se passer à Montréal. Puis après, encore de la chimio. Fait que là, il m'a expliqué un peu les effets secondaires de la chimio et tout ça. Fait que là, j'étais là, ouais, non. Je peux pas cultiver. Il faut vraiment que je garde mon énergie pour moi parce que c'est moi qui s'occupe 100% de la ferme. Là, Okay. fait que oui, j'ai des employés, mais tout repose quand même sur mes épaules. Je n'aurais pas pu dire je m'engage aux employés. Non, j'ai trop de gérance à faire. Puis il y a trop de choses que je fais moi-même. Fait que non. Fait que j'élimine ce stress-là. OK, je fais pas de saison 2000. Ça l'emmène d'autres stress parce que je dis que, OK, je fais pas de saison 2023 pour vraiment me concentrer sur moi, tu sais, puis prendre toutes mes forces pour me guérir, tu sais. Mais une entreprise, une année pas de revenus, c'est full stressant, là, parce que c'est comme pas des dépenses de maison, là, c'est des dépenses de ferme, c'est comme pas pareil. Fait que là, je commençais à être stressée un petit peu. Oui, c'est beau, OK, j'annonce ça. Là, les gens étaient comme ben, tu sais, m'envoyaient plein d'ondes positives. Puis, tu sais, on va reprendre des paniers quand tu vas revenir en production. Mais prends soin de toi, puis tout ça. Fait que là, je dis, OK, bon. C'était correct sur le coup. Puis là, après, là, je me suis mis comme à plus penser. Hein. Là, j'étais là, ouais. Là, moi, j'ai des dépenses, j'ai des dettes qui continuent à tourner. Ouais, j'ai des frais fixes. Ouais. Je pensais rien qu'à mes assurances de ferme, c'est pas le même coût qu'une assurance de maison. Là, j'étais là, comment je vais faire pour la payer? Fait que là, de fil en aiguille, mon amie Sonia, elle a vu un peu ma détresse.
Puis elle s'est associée avec une amie d'Étienne, mon conjoint. Puis c'est là qu'ils ont décidé de fonder un GoFundMe pour mon entreprise, pour m'aider à payer comme tout ce qui s'en vient, Les dépenses là, qui s'en viennent. que je ne pourrais pas couvrir parce que je n'aurais pas de revenus. Là. Fait qu'ils m'ont demandé l'autorisation. Tu sais, demander de l'aide, ça ne fait pas partie vraiment de la nature. Je me débrouille pas mal tout le temps tout seul. Là. C'est un défaut, puis ça ne l'est pas, là, mais en tout cas, il faut que je travaille là-dessus. Mais là, quand ils m'ont proposé ça, là, j'étais là, j'ai pas le choix. J'ai oui. Puis j'ai bien fait de dire oui. Parce que pour vrai, ce GoFundMe-là, oui, ça ramasse des fonds, tu sais, mais c'est toute une solidarité qui est comme dans la communauté en arrière de moi que je ne savais pas, tu sais. Fait que c'est une super de grosse, belle dose d'amour que je m'imaginais pas. Fait que, tu sais, ça booste, là, ça. C'est comme... Oui, les dons vont me faire du bien à mon entreprise, mais mon entreprise va permettre, tu sais, de continuer dans le temps. Mais en même temps, pour moi, tu sais, ça me donne de l'énergie, tu sais, pour comme continuer. Oui, là. ça. Ouais. Tu vois que tu n'es pas tout seul et que les gens sont derrière toi. Puis justement, mais tu me débances un peu. Justement, il y a un GoFundMe. Il y a deux de tes amis, là, Sonia Cardinal et Véronique Desrosiers, qui ont parti ça. J'imagine, comme tu l'as dit, là, de voir les réactions du monde comme ça te fait chaud au cœur, de sentir cette belle solidarité-là. Ah, c'est... Je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, quand tu as une entreprise, tu rencontres quand même, tu sais, plein de monde, là, tu sais, là, au kiosque, mes gens de panier, au marché, j'ai tout le temps comme mes habituels qui viennent. Ouais. Là, je les connais pas toutes par nom, mais je les connais toutes par visage, tu sais, là. Puis, fait que, tu sais, de voir tout ce monde-là qui, tu sais, qui s'inquiète, oui, OK, ben prends soin de toi, puis guéris, tu sais, on veut te revoir, puis tes légumes vont nous manquer, mais c'est pas grave, tu sais, prends le temps de guérir, puis de combattre ton cancer. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme, wow, puis toute la petite communauté autour, là, qui pense à moi, puis tu sais, il y en a que c'est pas juste sur le GoFundMe, il y en a par rapport à ça, quand ils ont vu que j'avais besoin d'aide, qui sont venus aussi vers moi pour donner des fonds sans passer par le, tu sais, fait que c'est comme... Wow! Merci. Je suis vraiment reconnaissante. Là, c'est ça qui va me permettre de passer au travers puis de comme plus stresser pour ça, puis de vraiment me concentrer sur ma maladie. Là. Ouais. Et puis justement, on sent déjà une belle vague d'amour de la communauté témiscamingue. J'invite donc les spectateurs de TVTMS à donner généreusement. Nancy, où est-ce qu'on peut trouver le lien? Comment on peut donner là, les gens qui viendraient à l'entrevue, qui diraient « Moi, j'aimerais ça contribuer, j'aimerais ça aider Nancy ». Oui. Bien, c'est sûr que moi, je l'ai partagé sur mon site de la ferme. Fait que mon site de la ferme, c'est sur Facebook là, que je parle. C'est Ferme Géligeant, puis faire attention, page active. OK. Parce que ma page, elle avait été fraudée il y a 2 ans. Fait que là, je n'ai reparti une autre, mais je ne suis pas capable de la fermer, l'autre. Fait que des fois, c'est un peu confondant. Il y a comme 2 pages. Fait que prenez la page active. Fait que là, j'ai publié le lien. Puis sur mon nom personnel aussi, sur Facebook, j'ai aussi partagé. Mais il se partage vraiment beaucoup sur Facebook. Mais j'imagine, on peut aller aussi directement sur le site de GoFundMe. Puis d'après moi, si on tape Nancy Gélina, on devrait le trouver aussi. Oui, fait qu'il y a moyen de... Sinon, ben c'est ça, ils peuvent m'envoyer un message. Ça fait toujours plaisir, Nancy. Oui, c'est ça. Nancy, je vais te dire un immense merci de ton témoignage aujourd'hui. Je vais te souhaiter la meilleure des chances pour la suite des choses, puis on est de tout cœur avec toi. Donc, merci d'être venu voir aujourd'hui, Nancy. Bien, merci de m'avoir accueilli, puis merci à toute la population témiscamingue, puis autour aussi, parce que je ne veux pas, je ne viens pas de la région aussi, hein, fait que merci à toutes les autres aussi qui sont comme plus loin, puis qui pensent à moi, là. Fait que, merci. Merci, Nancy. Un déficit de 18 000 immigrants pour combler les besoins régionaux de main-d'œuvre au Québec, selon une nouvelle étude. Selon une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, à moins d'un important changement concernant la régionalisation de l'immigration, le déficit annuel prévisible pour combler des besoins régionaux de main-d'œuvre atteindra plus de 18 000 immigrants au Québec. La régionalisation de l'immigration est un enjeu économique crucial et le gouvernement du Québec doit poursuivre sa priorisation pour aider les PME aux prises avec la pénurie de main-d'œuvre. Le manque d'employés touche l'ensemble du Québec, mais s'avère particulièrement plus aigu dans les régions se situant en dehors de celles de Montréal, notamment en raison du déficit d'accueil de nouveaux arrivants. Depuis des décennies, on parle de régionalisation de l'immigration et plusieurs stratégies et plans d'action ont été mis en place pour tenter de corriger cette tendance. Les résultats de l'étude de la FCEI illustrent que la répartition de l'immigration n'évolue pas. En effet, pour la période 2015-2019, en moyenne, 75% des immigrants
ont choisi de s'établir dans la région de Montréal. Selon les estimations d'Emploi Québec, environ un poste vacant sur 5 doit être pourvu par un nouvel immigrant pour combler les besoins de main-d'œuvre au Québec au cours des prochaines années. L'étude de la FCEI reprend cette évaluation du gouvernement du Québec et la met en relation avec la moyenne des migrants reçus dans les régions entre 2015 et 2019. Avec ces moyennes, elle arrive à un constat sur les besoins d'immigration à combler pour chaque région en déficit. Il est évident qu'avec la moyenne des immigrants reçus actuellement dans la région, pourvoir un poste sur 5 par cette voie est utopique, à moins d'un virage important en faveur de la régionalisation de l'immigration. Nos régions sont celles qui vont encaisser le plus durement les effets de la pénurie de main-d'œuvre au cours des prochaines années si rien ne change, ajoute Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales et auteur de l'étude. L'étude fait également ressortir un constat frappant pour les dirigeants de PME du Québec. Il est urgent d'agir en faveur de la régionalisation de l'immigration. En effet, en janvier 2021, 59 % d'entre eux ciblaient cet enjeu comme étant une priorité pour assurer le développement économique des régions, tandis qu'en octobre 2022, la proportion s'établissait à 80 %. Ces données parlent d'elles-mêmes et offrent un signal fort au gouvernement du Québec pour redoubler d'efforts sur ce dossier et répondre aux besoins de nos entreprises de toutes les régions. La FCEI révèle également les principaux défis à la régionalisation de l'immigration que perçoivent les entrepreneurs québécois. Ceux-ci mentionnent les formalités administratives et les délais de traitement de demande, la disponibilité de logements et d'habitation, les coûts financiers associés à l'embauche de travailleurs étrangers et l'accès à des organisations pour les aider à trouver les travailleurs étrangers répondant à leurs besoins. Quant aux mesures privilégiées pour assurer le succès de la régionalisation de l'immigration, les dirigeants de PME citent l'accélération de l'accès à la citoyenneté pour les immigrants s'installant durablement en région et répondant à un besoin du marché du travail, la réduction de la paperasserie et les délais au sein du ministère de l'Immigration et l'augmentation des seuils d'immigration pour répondre aux besoins du marché de l'emploi local et régional. La régionalisation de l'immigration est un dossier névralgique et indispensable pour assurer un avenir économique prospère pour toutes nos régions. Le gouvernement du Québec doit le prioriser dans ce cadre. Il faut d'un côté réduire les barrières à l'établissement des immigrants en région, notamment en stimulant la construction de logements et en facilitant le maillage entre les immigrants et les entreprises. De l'autre côté, il est nécessaire de réduire la paperasserie, accélérer les délais et augmenter le seuil pour répondre aux besoins de nos régions. Nous offrons notre pleine collaboration à la ministre de l'Immigration et au gouvernement pour faire de la régionalisation de l'immigration une priorité et surtout une réalité, conclut Francis Vincent. Lors de la saison hivernale, les déplacements sur le territoire peuvent se compliquer en raison des conditions routières. Il est encore plus vrai lorsque vous transportez à bord des enfants. C'est la réalité des conducteurs d'autobus scolaires. Lors des intempéries, une décision doit être rendue tôt le matin si le transport scolaire sera retardé ou même annulé pour la journée. Christian Beaulé, régisseur du transport scolaire pour le territoire du Témiscamingue, a pris le temps d'expliquer le processus de comment se prend cette décision. Donc, Christian Beaulé, régisseur du transport scolaire, peut-être nous expliquer dans un premier temps, le rôle d'un régisseur de transport scolaire, à quoi ça consiste comme travail, Christian, grosso modo? En fait, mon rôle de régisseur, c'est de tout m'occuper de ce qui se passe au niveau du transport scolaire au Témiscamingue. Dans le fond, ce qui se passe dans les autobus. Donc, tout gérer là, les parcours, quel autobus va dans quel secteur, faire justement quel élève va embarquer dans tel parcours pour se rendre à l'école. Donc, ça, c'est une grande partie là, de mon travail. Puis, il y a une partie de mon travail aussi là, qui consiste là, principalement l'hiver à regarder là, au niveau des intempéries et à prendre la décision, là, à savoir si c'est sécuritaire de rouler ou pas là, selon les circonstances.
Et justement, Christian, cet hiver, les transports scolaires ont souvent été retardés ou annulés. Sur les réseaux sociaux, on a entendu plusieurs parents là, faire connaître leur mécontentement ou leur incompréhension sur les raisons de retarder ou d'annuler le transport scolaire. Peut-être prendre le temps justement aujourd'hui là, de bien expliquer le processus. Comment ces décisions-là sont prises, Christian? En fait, c'est un processus qui commence toujours dans la soirée avant. Dans le fond, là, on fait une prévision, on regarde un peu comment ça s'enligne au niveau de la météo pour les jours qui suivent. Donc, le soir, là, on regarde toujours qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, le matin, à 5 heures le matin, il faut commencer à regarder où on est rendu par rapport à comment que ça allait évoluer par rapport à notre évaluation de la veille. Puis notre processus commence à 5 heures le matin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 6 heures, il faut que la décision soit rendue parce qu'il y a des autobus qui commencent à rouler à partir de 6h10, 6h15. Il y a des autobus qui commencent à rouler pour aller rejoindre. Il n'y a pas nécessairement des élèves qui prennent l'autobus à 6h15, mais les conducteurs doivent se rendre à leur premier point d'embarquement. Donc les premiers autobus, là, à 6h15, là, ça commence à rouler. Fait qu'on a à peu près 1 heure pour prendre notre décision là, en début de journée. Là, dépendamment si on regarde pour le froid ou pour les conditions routières, c'est un petit peu différent, là, les deux processus. Dans le fond, quand on parle pour le froid, ça, c'est quand même assez simple parce que c'est moins 37 degrés, on retarde de 2 heures. C'est automatique. Dès qu'on a moins 37 à n'importe quel point sur le territoire, on retarde le transport pour 2 heures. Pour la vérification de la température, on a 15 points sur le territoire. Maintenant, ce qui va bien, ce qui simplifie ma tâche, c'est que sur les bâtiments scolaires, il y a des lecteurs de température. Donc, moi, le matin, je me lève, je vérifie mes températures sur les différents bâtiments, puis là, c'est là que je vois qu'est-ce qu'il y en a. On a 2 secteurs qui sont un petit peu moins couverts par ces lecteurs-là, qui sont le secteur de Belle-Terre et Rimini. Là, ça, je procède par téléphone. Donc, j'ai 2 points de contact dans ces municipalités-là que j'appelle le matin pour vérifier, valider la température là, dans ces coins-là. Donc, si à n'importe quel point j'ai moins 37, on retarde de 2 heures. 2 heures après, donc là, on est à 5 heures le matin, fait que 2 heures après, donc à 7 heures, il faut déjà prendre la décision pour tout le reste de la journée. Parce que les autobus qui partent à rouler à 6h10, si on retarde de 2 heures, bien à 8h10, il recommence le run. Donc, il faut avoir pris la décision là, avant 7 heures pour si on annule pour la journée ou pas. Et puis, justement, tu t'en as pas expliqué, mais à quoi ça peut ressembler un matin où vous songez à retarder ou à annuler le transport? Là? Justement, on prend vraiment, là, on se dit les conditions routières sont pas belles, il fait froid. Vraiment, là, c'est vraiment ça qui va vraiment déterminer vos deux. C'est les 2 critères principaux, si je peux dire, là, qui vont déterminer qu'on arrête, qu'on annule ou qu'on retarde. Exactement. Pour ce qui est là, des conditions routières, comme je dis, là, pour le froid, là, c'est relativement simple. Dès qu'on a moins 37, la décision est prise. Pour les conditions routières, c'est là que souvent que c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on a un très grand territoire. On part de Témiscamingue, on va jusqu'à Roulier, jusqu'à Belle-Terre. Donc, c'est un très grand territoire. Des fois, il y a des conditions qui sont complètement différentes d'un bout à l'autre là, de notre territoire. Encore là, j'ai des points de contact à Témiscamingue, dans le secteur Est, dans le secteur Nord. J'ai les patrouilleurs du ministère des Transports, j'ai les patrouilleurs des compagnies de déneigement que je peux contacter. J'ai pour les rangs, souvent dans les rangs, c'est des entrepreneurs privés là, qui font les entretiens des rangs. J'ai des contacts avec eux. Parce que des fois, on sait que le grand chemin, il est dégagé, il est beau, mais dans les rangs, des fois, c'est glacé. Donc, j'ai beaucoup d'aide là, de ces gens-là. Donc, encore là, j'ai une douzaine de personnes là, que je peux contacter là, pour valider ma décision. En plus de tout ça, l'habitude que j'ai pris aussi là, le matin de bonne heure, là, vers 5 heures, bien, pour avoir ma propre idée, oui, je parle avec plein de gens, mais pour avoir ma propre idée, bien, je vais faire moi-même là, une tournée là, de certaines routes, de certains rangs, des coins que je pense qui peuvent être problématiques. Si je crois que des rangs peuvent être glacés un matin, bien, je vais aller me promener un peu dans certains rangs alentours. Évidemment, je n'irai pas virer à Belle-Terre à 5 heures le matin, mais je vais utiliser mes points de contact, puis moi, je vais vérifier là, ce que j'ai là, à proximité. Donc, encore là, cette décision-là, il faut qu'elle soit prise là, avant 6 heures. Et justement, est-ce que les chauffeurs sont consultés dans le processus? Est-ce que c'est un peu eux qui t'informent aussi des conditions routières?
Oui, c'est un processus qui va dans les deux sens. Dans le sens que c'est mes points de contact. Moi, quand j'ai des questions, je peux les appeler, j'ai leur numéro de téléphone, je valide certaines informations, puis je vérifie avec eux. Puis de leur côté aussi, si eux autres, des fois, ils ont des informations que je n'ai pas nécessairement avec moi, ils voient dans un secteur que les chemins c'est vraiment très glacé. Il a passé une bande de pluie verglaçante dans tel secteur ou quoi que ce soit. Les conducteurs peuvent m'appeler aussi, puis on prend l'information à partir d'eux autres. Et puis là, Christian, j'aimerais que tu m'expliques un peu là, les conditions, tu l'as expliqué un peu très bien tantôt, mais plus précisément, les conditions routières elles peuvent varier d'un secteur à l'autre. Est-ce qu'on prend ça en considération? Est-ce qu'il faut décider d'annuler seulement pour une école ou une municipalité, par exemple, ou quand on prend une décision, c'est l'ensemble du territoire? En fait, quand on prend une décision, c'est pour l'ensemble du territoire. La seule exception à cette règle-là, c'est la ville de Témiscamingue, étant donné qu'eux, ils ont un système de transport indépendant à eux. Pour ce qui est du reste du territoire du Témiscamingue, les parcours avec les transferts, avec les élèves qui de plus en plus vont dans des écoles dans d'autres secteurs, des élèves du secteur centre qui vont à l'école Rivière-des-15, des élèves du secteur nord qui vont à l'école Marcel-Raymond, c'est une grosse toile d'araignée, fait qu'on ne peut pas se permettre, c'est impossible d'annuler une partie puis de rouler un secteur puis de ne pas rouler l'autre secteur. Ce qui va arriver, par contre, dans certaines conditions, moi, les conducteurs sont avertis. Des fois, si on sait qu'un bout de chemin, en quelque part, les chauffeurs ils connaissent le parcours au complet. Si tel chauffeur sait que cette côte-là, je pense pas que je vais être capable d'y aller ce matin, on n'annulera pas le transport pour tout le territoire, mais ce conducteur-là va appeler ses parents de ce bout de chemin-là pour leur dire « Je ne suis pas capable d'aller aujourd'hui, apporter vos enfants au coin, par exemple, ou aller les porter à l'école ou quoi que ce soit. » Fait que ça, c'est des petites situations là, de cas par cas qu'on va voir à l'occasion. Mais sinon, la décision est prise vraiment pour l'ensemble du territoire. Puis, est-ce que justement, dans le même ordre d'idée, est-ce que vous faites une distinction un peu entre les écoles primaires et secondaires? Les cours, ils commencent pas aux mêmes heures, les élèves n'ont pas le même âge. Est-ce que c'est des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte ou pas du tout? Bien, en fait, on ne peut pas en tenir en compte parce que justement, à cause, comme je disais tantôt, de la toile d'araignée, on a énormément de parcours qu'il y a des élèves du primaire et du secondaire dans les mêmes autobus. Donc, si on retarde un, il faut retarder l'autre. C'est assez attachant ensemble. Oui, c'est ça, tout est enlié, tout est rattaché, comme tu dis. Ouais. Et puis, je te laisserai peut-être le mot de la fin, Christian. En conclusion, peut-être pour les parents, les élèves du Témiscamingue, leur lancer un message justement qu'on est là pour la prudence et puis justement là, pour la sécurité de tout le monde. Bien, c'est exactement ça. Dans le fond, on prend la décision là, au meilleur de l'information qu'on a en main. C'est sûr que le matin qu'on se lève puis que c'est une tempête, c'est relativement facile de prendre la décision à ce moment-là. Ce qui est toujours le plus difficile à prévoir puis qu'il faut tenir en compte aussi, c'est les prévisions de fin de journée. Donc, des fois, ça arrive qu'on se lève le matin, il fait beau, tout a de l'air correct, mais on sait qu'il y a une tempête qui s'en vient en fin de journée. Là, on regarde nos prévisions, comme je disais, la journée avant, le matin, la tempête, elle va-t-elle arriver à 2 h dans l'après-midi ou à 4 h 30 en fin de journée? Donc là, c'est là un peu qu'il faut sortir notre boule de cristal et essayer d'y voir clair. Fait que, oui, c'est sûr que ça arrive des fois qu'on arrive à la fin de la journée puis Colin, on était plus prudent que passé. Finalement, la tempête est arrivée, la journée était terminée, on aurait été correct. Mais à la base, là, on essaie vraiment toujours là, d'être le plus sécuritaire possible là, pour assurer la sécurité des enfants. Donc, Christian, merci beaucoup. Je pense que ça va rassurer les parents à la maison. Vos enfants sont en bonne main, donc on prend la décision pour la sécurité des gens. Et donc, Christian, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Le Rodéo du Camion a annoncé en primeur sur sa page Facebook la tenue d'un premier spectacle pour sa prochaine édition. Francis de Grand Prix sera en spectacle le jeudi soir. Un spectacle gratuit. C'est donc de bon augure pour une prochaine édition. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télé-bingo à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@commercialtémis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.